Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties, où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures comme Warner, Netflix, Disney, etc. Et pour ce faire, je suis avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ouais, ça va bien toi? Ça va, écoute, semaine un peu fatiguée, mais sinon ça va. Ah, faut dormir. Oui, bah après si c'est aussi simple, je pense que personne ne serait fatigué sur Terre. Mais ouais, je suis bien là en tout cas, tu vois, heureux d'enregistrer. Parfait. Et, j'ai envie qu'on commence ce podcast en souhaitant un bon anniversaire. Parce que aujourd'hui on est le 22 mai 2024. Alors on enregistre, ouais. Alors on enregistre. Et le 22 mai 2017, c'était l'annonce du Dark Universe, donc joyeux anniversaire. Oh là là, Dark Universe. je l'attendais, je me suis dit, là il est en train de charger quelque chose, qu'est-ce qu'il va me dire? Ah là, le Dark Universe, ouais, qui s'est lancé il y a 8 ans à peu près maintenant, 7 ans ça. peut-être. 2017, ouais. Ouais, 7 ans. Mais du coup, ouais, qui tient bien. Qui tient bien. Qui tient très bien. Donc on attend la suite, quoi. Mais des deux univers de monstres, c'est quand même celui avec Godzilla et tout qui a réussi à subsister, alors que lui, il a fait un film, quoi. il dit salut. Il nous a fait bonjour, salut. Voilà. Ouais, bon, après, c'est pas plus mal, franchement. Moi, j'ai pas vu La Momie, mais les retours étaient pas ouf. Mais ouais. Bah, t'as raison. T'as raison de pas le regarder, parce que c'était pas bien du tout, franchement. Voilà. Bon, en tout cas, c'est devenu une grosse blague et on en rigole tous les ans à la même période. Donc voilà, je voulais rendre hommage à ce fameux univers. Incroyable. Bon, on commence les news. Oui. On va commencer, ouais. Ouais, il se passe quoi? On est en plein festival de Cannes. Et qui dit festival du Cannes dit marché du film. Et bah au marché du film, le film Eden de Ron Howard, donc qui a déjà été tourné, et bah il s'est vu attribuer une première à Venise, je parle comme en anglais, au Venice Film Festival, donc un des gros festivals quand même de l'année, même s'il est... Oui, c'est la Mostra de Venise en fait. Oui, c'est ça, bien sûr. Et c'est un gros festival, il y a quand même des gros noms, des grosses affiches, des trucs un peu populaires quand même, donc il a des chances de se faire voir. Et dedans, on retrouve quand même un gros casting, puisqu'on a Anna de Armas, Sydney Sweeney, Vanessa Kirby, Jude Law et Daniel Brühl, donc un gros casting pour le film de Ron Howard. Ron Howard quand même, qui est un réalisateur assez renommé, populaire, même si bon... Moi, je le trouve pas incroyable, mais il est quand même assez renommé. Il a gagné des Oscars et tout. Je crois qu'il avait gagné pour A Beautiful Mind avec Russell Crowe, il me semble. Ouais. Enfin bref, il a fait Apollo 13, tout ça. Et ouais, bah là, il revient avec ce film-là. Donc, ça serait un thriller un survival thriller, en fait, où il y a des gens qui abandonnent la société pour partir sur une île. Et je crois que trouver le sens de leur vie, etc. Et bah apparemment c'est un thriller de survival, donc ça va partir en couille sûrement. Et ouais, gros casting, ça te hype toi? Ouais. Pour aussi rajouter un peu de détails, je crois que Sydney Sweeney et Anna de Armas viennent de rejoindre le casting, parce que ça devait être Daisy Edgar Jones et Alicia Vikander, voilà, qui devaient être au casting, et elles ont été remplacées par ces deux stars qui font des films qui sont très aimés en ce moment en tout cas. Donc, mais ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Ron Howard, c'est un bon technicien, il fait des films sympas, moi je trouve. J'ai pas l'impression qu'il ait fait de merde, tu vois. Ron Howard, c'est toujours sympa à regarder, mais pourquoi pas. Ouais, après je vais juste le recast, il a été fait il y a un moment quand même, il me semble. Ouais. C'était en fin de l'année dernière que j'avais vu. Ouais. Donc voilà, parce que le film a fini, je crois qu'il a fini de tourner, parce qu'il a commencé son tournage à la fin de l'année dernière. Oui, sûrement. Donc tout a été fini. Et ouais, Ron Howard, c'est un bon faiseur, quoi. Mais bon, ses films, ils sont jamais vraiment transcendants. C'est celui qui avait fait les... comment ça s'appelle, là, les films avec Tom Hanks, là, avec les conspirations, là. Ah oui, Da Vinci Code. Voilà, les Da Vinci Code, etc. Enfin, c'est des trucs un peu pas foufou. Donc voilà, j'attends de voir le film. Après le casting, oui, j'aime bien. Mais bon, faut voir, parce qu'Anna de Armas est une femme que j'aime beaucoup, mais elle a pas tourné dans énormément de bons films. C'est vrai que dernièrement, ouais. Parce que ça se compte sur les doigts de la main, ces bons films Anna de Armas. C'est genre Blade Runner 2049, tu vois, et après tu fais... Ah ouais, bon. Ah bah elle a fait Knives Out. Oui, voilà, j'allais dire quand même. Et après, tu vois... tu commences à chercher, quoi. Donc voilà, et après Sydney Sweeney, bon, c'est une star montante et tout, donc à voir le film. Enfin, moi j'aime bien les thrillers, donc peut-être qu'il sera bien emballé.
Mais bon, de Ron Howard, je m'attends pas à grand chose. Mais j'ai vu que le scénariste s'appelle Noah Pink, qui a travaillé sur une série qui s'appelle Genius. En fait, chaque saison, ça retrace la vie d'un génie, entre guillemets. Donc, je crois que la première saison, c'est Albert Einstein, et après, je crois que il y a Pablo Picasso, etc. Donc, il y a pas mal de trucs. Donc, bon, à voir ce que ça donne. Oh, t'as pas vu la série? Non, mais Non, ok. le principe est cool. Oui, le principe est cool. Après, est-ce que c'est bien? On sait pas, quoi. Mais oui, j'avoue. Non, mais pourquoi pas? Elle est bien notée, mais bon, moi, les trucs de notation, je n'y accorde pas plus d'importance que ça. Après que ça va venir, c'est vrai que c'est peut-être un film un peu... Ah, bah, c'est peut-être un film pour Oscar, là, ça se sent. Voilà, hein, c'est ça. Pense, hein. Je pense que ça va être... Il y a moyen que... Enfin, en tout cas, ils veulent aller chercher, après, il faudra voir les critiques et tout ça, mais il y a moyen, franchement. Bon, on verra. Peut-être qu'il va nous surprendre, Monsieur Howard. Ensuite, en ce moment, il y a Cannes. Et il y a un habitué de Cannes qui s'appelle Yorgos Lanthimos, qui est un film qui passe en ce moment. Et il a un autre film de prévu, avec Emma Stone. Encore une fois, Emma Stone, donc quatrième collaboration de suite d'affilée. Donc ils s'aiment beaucoup, apparemment. Et Jesse Plemons a rejoint le casting dans son prochain film qui s'appelle Bugonia. Voilà. Et c'est un film qui sortira l'année prochaine, donc il enchaîne pas mal, hein, Yorgos. C'est l'histoire de deux hommes conspirationnistes qui vont kidnapper une CEO parce qu'ils pensent que c'est une alien, en fait. Donc j'imagine que la CEO c'est Emma Stone, voilà, et que Jesse Plemons ce sera un des deux conspirationnistes qui va la kidnapper et qui pense qu'elle va détruire la Terre. Donc je pense qu'il y a un truc un peu comédique dedans, enfin comme il aime bien un peu faire, et on verra ce que ça donne. Moi, Yorgos Lanthimos, je suis quand même toujours intéressé par ce qu'il fait, même si il y a des films que j'aime, il y a des films que j'aime moins, mais c'est quand même des propositions un peu toujours bizarres, uniques. Donc, à voir. C'est très clivant ce qu'il fait, Lanthimos, effectivement. C'est un peu spécial, mais là, le pitch, je sais pas, il me fait penser à une comédie à la con avec Jim Carrey ou je sais pas quoi. Mais bon, Yorgos Lanthimos, il fait pas ça, tu vois. C'est ça, ouais, donc je suis très curieux. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Mais ça va pas, je pense qu'encore une fois, ça va pas du tout être ce que beaucoup de gens pourront croire du pitch. Donc, on verra ce que ça donne. On va parler de Universal Pictures parce qu'ils ont annoncé plusieurs dates de leurs films d'horreur. Ils ont donc poussé certains, ils en ont annoncé une. Alors Five Nights at Freddy's 2 qui va sortir donc le 5 décembre 2025, donc l'année prochaine. On a aussi Megan 2.0 qui passe du 16 mai 2025 au 27 juin 2025 et The Black Phone 2 qui passe du 27 juin 2025 à 17 octobre 2025. On voulait aussi parler un peu parler de l'horreur, de qu'est-ce qui va sortir en horreur l'année prochaine. Et bien on a Saucisse, Insidious 6, Megan 2.0, donc on vient de citer, 28 ans plus tard, et donc The Black Phone 2, Five Nights at Freddy's 2, et Final Destination Bloodlines. Okay, alors là, pour préciser, c'est les films d'horreur qui sont des suites. C'est pas... Parce qu'il y en aura plein d'autres qui seront pas des suites, j'imagine. Mais ça fait peur de voir le nombre de suites qui va sortir l'année prochaine en termes de films d'horreur, parce qu'on parle des films de comics qui sortent l'année prochaine, des gros blockbusters, mais en termes de films d'horreur aussi, ça va être un truc de malade là, ce qu'ils vont bombarder. Quand tu vois la liste, ça fait flipper. Ça fait vraiment, en termes de qualité, ça fait peur. Tu sais pas on sait pas à quoi s'attendre là. À part 28 ans plus tard, qui est vraiment fait par un réal, quand même assez doué, tout ça. Les autres, Five Nights at Freddy's, nous, on a vraiment pas aimé le premier, c'est un flop. Megan, toi, t'avais pas trop aimé, je l'ai pas vu. C'est pas bien. Mais après, moi, de la liste qu'on a dit, il y a que 28 années plus tard que potentiellement ça peut m'intéresser. De Black Phone 2, j'avais pas détesté le premier Black Phone, j'ai pas adoré non plus. C'était. Scott Derrickson, Scott Derrickson qui l'a fait. Donc ça va. Mais celui-là, il y avait des problèmes, je trouve, au niveau de l'horreur et tout. Donc après, le concept est pas dégueu, on verra. Et j'avoue que j'ai un petit Final Destination. J'aime bien Destination Finale. Je trouve que c'est un peu nanar, drôle. Je trouve ça hyper drôle, tu vois. Donc, mais en termes d'horreur, effectivement, c'est pas fou, quoi. Donc à voir. Mais il y en a plein, quoi. Donc je pense que chaque mois, on aura genre 2-3 films d'horreur au final, parce que là, on a cité que ceux qui sont des suites, techniquement. Donc, oui, parce qu'il y aura sûrement un Jordan Peele, je pense, l'année prochaine aussi qui va arriver. Possiblement, et même plein de films d'horreur auxquels on s'attend pas. On est pas au courant, quoi. Oui, qui vont venir, des films à 24 ou des trucs comme ça qui vont sortir, et on va faire ah oui, quand même. Donc les cinémas américains d'horreur, ça va charbonner quand même. En même temps, vu le succès que ça a, ils font des 100 millions de box-office avec des budgets à 5 millions, tu m'étonnes. Un peu, mais clairement. Ça m'étonne pas vraiment qu'il y ait de plus en plus d'horreur au cinéma, en tout cas. Et on va continuer à parler d'horreur, n'est-ce pas, Al ? Ouais, d'horreur, mais sous une autre forme, puisqu'on va parler de Jason, donc de Vendredi 13, voilà, la saga maudite qui est interminable, je crois. Et on a un Jason Universe qui a été lancé.
Donc, Oh là là. oui, tu rêves pas. Donc, la série Vendredi 13 de films va être un univers un peu étendu, puisqu'ils veulent faire, ils vont, je pense, continuer les films, ça va pas changer, potentiellement des séries, etc., mais aussi des jeux vidéo, du merchandising, bon ça a jamais arrêté, je crois, le merchandising de toute façon, et des expériences immersives, donc ils vont vraiment développer tout un lore, en plus de tout le lore qu'il y a déjà, donc tout un univers là, donc on va en bouffer du Friday the Surf, et donc ça devient une genre de Marvel du Friday de 13, ça m'intéresse pas, parce que cette saga, je n'ai jamais accroché, je crois que franchement, je crois pas que c'est une très bonne saga. Même le premier, je crois pas que c'était très bon. Donc. Parce que généralement, les films d'horreur, t'as toujours le premier qui est un peu culte, qui est un peu incroyable et tout. Et en fait, même le premier, il est pas considéré comme un très bon film. Mais moi, je comprends pas trop. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire un film sur Jason et puis l'autre, tu fais sur quoi? Sur le couteau de Jason? Je sais pas qu'est-ce que tu fais. L'origin story. Parce que c'est très limité, quoi. Jason, c'est un mec avec un couteau, il y a une machette et un masque de hockey, puis... qu'est-ce que tu veux faire? Un univers comme Marvel, Star Wars et tout, c'est des trucs énormes. Tu peux raconter plein d'histoires. Ouais, je pense qu'ils vont faire Jason qui revient à chaque fois, qui fait des trucs. Ça va pas être intéressant, c'est je suis nul. d'accord. Mais... c'est ça, ouais. Moi, en tout J'ai cas, du mal à voir un univers étendu autour de Jason, quoi. Tu me dis Transformers, ok, je peux imaginer le truc, mais Jason. L'argent. Faire le fils de Jason. Le fils de Jason. Ouais, je sais pas, moi. La femme de Jason. Ouais. Non, oui, c'est bizarre. Il va se faire une équipe. Il va se faire une équipe d'Avengers de plusieurs Jason. Il va ramener Freddy, tout ça, c'est peut-être. Oui, ça serait possible. Mais bon. Ça existe de toute façon, Jason contre Freddy. Donc, ça se trouve, il y aura des crossovers de films d'horreur. Enfin, c'est l'horreur, ce que je dis. Là, vraiment, j'ai pas envie de voir ça. Oui, surtout que le Freddy versus Jason, ce qui paraît est vraiment très très mauvais. Mais, ouais. On continue encore dans l'horreur avec, on a cité aussi dans les films qui arrivent l'année prochaine. Donc c'est le 28 ans plus tard de Danny Boyle. Et on a eu la confirmation que Cillian Murphy sera de retour dans le film. Alors, on n'était pas sûr à 100%. On savait qu'il était producteur exécutif et tout, mais est-ce qu'il allait être dans le film? Il y en a qui disaient non et tout. Je disais oui. Et au final, oui, il sera là. Ouais, après on avait des grosses rumeurs, on avait des gros doutes, on en avait déjà parlé. On s'en doutait beaucoup qu'il allait revenir. Et effectivement, là, c'est confirmé. Donc voilà, la star est là. Cillian Murphy, fraîchement oscarisé. Donc oui, ça va faire un bon coup de pub pour le film. Ouais. Voilà, après on a déjà parlé du film de la trilogie, la nouvelle trilogie de films qu'ils vont faire. Et oui, je pense que ça sera porté par Cillian Murphy. Et voilà, je pense que ça va cartonner. Tu crois? Parce que là, le lead, il disait pas que c'était lui. Hein, non, mais en tout cas, je veux dire, ça va être un attrait du film, quoi. Ah oui. Cillian Murphy, quoi. Donc... Oui, il sera sur les affiches, quoi. Ouais. Ensuite, on va chez Paramount. On va vous parler de Star Trek. Et oui, pas Star Wars, Star Trek. Puisque Simon Kinberg est en discussion pour produire le préquel Star Trek, qui est en développement très actif à Paramount. Il devrait prendre le rôle principal, en tout cas le rôle de producteur principal de la franchise de SF Star Trek, si en tout cas ça aboutit. Alors Simon Kinberg, alors faut s'arrêter un petit peu sur le bonhomme. Hein. Vas-y. C'est un producteur à la base, un producteur et scénariste de cinéma, et on va dire qu'il a produit un peu pas mal de choses, à boire et à manger. Il a scénarisé beaucoup de choses, mais il est surtout connu pour avoir produit une grosse partie de la saga X-Men. Le problème, c'est que c'est pas la bonne partie. Parce qu'il a scénarisé X-Men 3, donc du coup de Last Stand. Donc déjà, les problèmes commençaient dans cette saga avec lui. Et après, il a produit tout le reste des X-Men, pas des Original Wolverine, mais du reboot en fait des X-Men. Mais il n'a pas scénarisé First Class, c'est pour ça que First Class est bien. Et après, il a scénarisé du coup X-Men Days of Future Past, Apocalypse, et il a réalisé et du coup écrit Dark Phoenix, et qui est pour la catastrophe qu'elle c'était. Et il a fait un film qui s'appelle 355 aussi, qui a eu des je me souviens, des retours qui étaient pas très bons. Et en bonus, il a scénarisé le Fantastic Four de Josh Trank. C'est ça que j'allais dire. Ouais, il était producteur aussi là-dessus. Ouais. Oui, après il a produit plein de trucs, Deadpool, tout ça, enfin plein de trucs de la Fox, tout ça. Donc tout ce qui est Marvel Fox, je crois que c'est lui, pratiquement. Ouais, quasiment. En tant que producteur. Quasiment. Après, il a pas fait les Wolverine. Donc, Ah d'accord, je pensais. Il a fait Logan, mais il a pas fait les deux autres Wolverine. Donc voilà. Mais moi, pour le coup, non merci, quoi. Enfin, je suis désolé, mais je pense que c'est ni un bon producteur ni un bon scénariste. J'ai pas du tout envie de le voir chapeauter une saga. Bon, après Star Trek, je suis pas attaché vraiment au projet, mais ça fait flipper, quoi.
Bah moi j'aimerais pas être fan de Star Trek là parce que oui ça me ferait flipper. Ça me ferait clairement flipper parce que bon X-Men pour moi c'est pas très réussi. Hein. J'ai des vrais problèmes avec la saga X-Men de la Fox. Puis même lui en tant que réalisateur c'était mauvais. Donc bon en gros ça devient un peu le Kevin Feige du Star Trek. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle quoi. Et surtout que c'est vraiment, il a commencé avec X-Men 3, en scénarisant X-Men 3, tu vois, c'est ça qui me fait rire, c'est vraiment le début des problèmes, le signe du début des problèmes dans cette saga, quoi. Et après, bah ouais, c'est l'enfer, quoi. Donc, je sais pas dans quoi il s'embarque, mais ouais, moi ça m'amuse pas non plus. Pas très bon choix, les gars. Apparemment, vous faites nappe là. Après, peut-être que ça va être bien, ouais, je sais pas. On verra, hein. Non, d'accord. Il croit pas. Alors, on va parler de Netflix et notamment de la série Free Body Problem, donc qui était la série des créateurs de Game of Thrones, hein, c'est ça. Hein. Donc, elle a été renouvelée. Alors, elle a été renouvelée par Netflix. Alors, oui, pour une saison 2. Mais en fait, l'annonce, c'est on renouvelait la série pour une fin. Et on sait pas combien de saisons, combien d'épisodes. Et moi, je pense, parce que je suis un très bon analyste, que la série n'a pas fonctionné autant qu'ils le voulaient. Et que en fait ils sont en train déjà de prévoir la fin du truc parce que voilà les audiences sont pas ouf quoi. Je sais pas si les audiences sont pas ouf parce que en fait le problème c'est que ces trucs là on a du mal à savoir, mais c'est vrai que cette décision pour l'instant, en plus d'habitude quand ça marche bien ils te renouvellent ça pour 5 saisons d'affilée. Là ils l'ont pas fait. Est-ce qu'ils vont pas essayer de le terminer plus tôt, genre la série? Je pense. Et leur dire parce qu'après je sais pas combien de saisons ils comptaient faire peut-être 5, je crois. Je me demande s'il n'y a pas un plan sur 5 saisons, mais je suis pas sûr. Je pense qu'ils vont renouveler une saison 2 et si ça continue à être bien, peut-être ils vont renouveler, mais je le vois pas passer 3 saisons cette série. Donc, non, mais ils ont clairement dit qu'ils renouvelaient pour une fin, pour finir l'histoire, quoi. Donc bon, je pense 3 saisons max. Hein. Ouais, enfin, je pense aussi. Max. Ouais. Qui vont découper en 50. Comme ils aiment bien faire. Moi, ça m'a pas donné envie la série. Et, pour savoir que. On a des doutes sur le fait qu'ils veulent rusher la série pour la finir le plus vite possible. Ça donne pas du tout envie de voir, du coup. C'est clair. Non, moi, je pense qu'ils sont un peu déçus des chiffres et que c'est pas fou, quoi. Que ça a marché quand même un peu, je pense, quand même, s'ils renouvellent. Mais pas autant qu'ils voulaient. Les mecs, je pense que quand ils ont les embauchés, ils ont dit ouais, on a des mecs de Game of Thrones et tout, ça va cartonner. Et puis, je pense pas que ça ait tellement cartonné, quoi, au final. Ouais, ça m'étonne pas. Non, moi non plus. Ensuite, chez Warner, on a appris que Adam Wingard, donc le réalisateur des 2 derniers films Godzilla américains, ne reviendra pas pour le film Godzilla X Kong. Donc assez choqué parce que on s'y attendait. Enfin, c'était quasiment sûr. Et non, finalement, c'est confirmé qu'il ne reviendra pas. Alors que son dernier film a quand même pas mal rapporté pour le coup. C'est assez surprenant. C'est surprenant, oui et non, parce que je sais pas si tu te souviens, on avait parlé d'un film qu'il allait faire bientôt. Oui. En fait, je crois que Warner veut enchaîner vite à faire une suite de Godzilla X Kong, et que c'est pour ça, en fait, qu'ils le reprennent pas derrière. Oui, parce qu'il va faire son prochain film, son prochain thriller pour A24. C'est ça. Ouais. Enfin, il a été acheté par A24, je crois, et ça va être filmé cet automne, si j'ai bien compris. Donc, si peut-être ils veulent enchaîner vite, peut-être il aura pas le temps de revenir pour ça. Mais oui, ça me semble être une bonne chose, enfin une bonne théorie, qu'ils reviennent pas pour ça, parce que je vois pas les mecs se dire non, on va lâcher le mec qui nous a fait gagner je sais pas combien de thunes. C'est ça. Donc je pense que c'est par rapport au planning. Mais en plus il avait des vrais projets pour la suite et tout, donc c'est assez spécial. Bon, après moi je l'aime pas comme réel, donc ça me dérange pas. Oui, nous, ouais. Pourquoi pas, hein. D'un côté on est peut-être plutôt content qu'il se barre. Après il faudra voir pour qui, quoi, c'est ça le truc. C'est ça le truc, quoi. On va parler de Disney, de pas une très bonne nouvelle, notamment chez Pixar. Eh bien, il licencie des gens chez Pixar. 14% des employés de Pixar ont été licenciés. Et c'est notamment les petits, hein. Les petits employés, c'est pas les cadres, hein. C'est les petits ouvriers. Évidemment. Forcément. C'est la plus grosse restructuration chez Pixar. Il n'y a jamais eu un aussi grand licenciement. On le savait que ça allait arriver, mais là, ça arrive maintenant. Ça a été un peu retardé, je crois, mais c'est arrivé là maintenant. C'est pour des histoires de coûts et le fait qu'ils vont faire moins de films aussi. Ils vont notamment arrêter de se focus sur les séries Disney+. Ils vont arrêter les séries Disney+, en fait, ils vont faire plus que des films, quoi, pour le cinéma. Ouais, après, oui. C'est la stratégie qu'ils voulaient, hein. C'est ça, ouais, c'est la stratégie que c'était Bob Iger qui avait parlé de ça, ouais. Pour ce qui est d'un côté une bonne chose pour ça, mais à côté derrière de virer les gens, non, c'est pas une bonne chose, quoi. Après, quand il y a des pertes, c'est toujours sur les plus petits, mais c'est vrai que 14% quand même, c'est quand même énorme. Ouais, c'est énorme. Et ça fait 2 ans, j'en peux plus, quoi, de voir à chaque fois des news d'employés, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le ciné.
des employés de VFX artistes ou de l'animation qui se fassent virer comme ça, c'est terrible, quoi. Alors que bon, coucou Bob Iger, mais bon, on a vu ton chèque, mon pote. Oui, on a vu en sauver pas mal dans le salaires, pourcentage. Hein, c'est clair. Ouais. On a eu les salaires. Mais après, c'était pas le pire. Je crois que Zaslav était bien plus haut. Mais Oui, ça avait bien mangé aussi. Ouais, il a bien mangé. Et juste, il y aura quand même une série Pixar qui arrive à la fin de l'année. C'est la série Win or Lose sur un club de sport. Parce qu'elle est finie de toute façon. Donc. Voilà, elle est finie. Ils vont la sortir quand même. Mais ce sera, je pense, la seule série Pixar qu'on aura sur Disney+, quoi. Ouais, moi, pour le coup, c'est pas plus mal qu'ils s'engagent pas là-dedans parce que je pense pas que ça ferait vraiment plus. Ensuite, on a une info sur Disney+, Shogun, on vous en a parlé, on a fait une critique, elle est écoutée. Et elle est renouvelée pour une saison 2 et une saison 3. Donc, Hiroyuki Sanada va revenir avec les showrunners, Justine Marks et Rachel Kondo. Donc, la série à succès revient. Surprise, mais pas trop surpris. Surpris parce que ils avaient annoncé qu'une saison, ça suffisait à l'époque. Ils disaient, non, on n'adapte que le bouquin à une saison. Et là, vu les chiffres, etc., ils ont annoncé saison 2, saison 3. C'est un peu dommage, je trouve, parce que je trouve que la saison 1 se suffisait à elle-même et que, en fait, vu comment elle finit, ils vont repartir sur d'autres bases, ils vont recréer des personnages et tout, et j'ai peur, et je sais que ça va arriver, mais voilà, qui surfent juste sur le succès, et du coup, ils vont allonger la série, et ça va perdre de son charme avec le temps. Donc, à voir après, hein, ça se trouve, ils auront des vraies idées, mais ça sent c'est sûr, c'est parce que la série elle a marché qu'ils continuent, pas parce qu'ils ont forcément des vraies idées. Après, l'un n'empêche pas l'autre, ils peuvent quand même développer une bonne série, mais les intentions me font douter du potentiel, de la potentielle bonne deuxième et troisième saison, donc je suis pas fan du truc, moi. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait au dernier podcast, mais effectivement, le fait qu'ils avaient dit non et puis qu'au final ils le fassent, oui, c'est vrai que ça nous fait douter, mais après, peut-être ça va être génial, hein. Voilà, on sait pas. Après, moi, j'attends, c'est pour ça, moi, j'arrive pas à me placer sur le truc parce que je suis quand même un peu content qu'il y ait une suite, parce que j'ai un peu en mode j'ai faim, j'ai pas assez. Mais bon, donc bon, j'attends de voir. J'espère qu'ils ont des idées. Il y a tout les créatifs qui étaient sur la saison 1 sont de retour tous, hein, donc bon. J'attends de voir, j'espère qu'ils ont des idées. Saison 2 et 3, parce que la série elle a clairement cartonné au niveau des inscriptions sur Disney+. Il y a eu pas mal de gens qui sont venus pour voir cette série sur la plateforme, donc ça m'étonne pas vraiment. Et, j'attends de voir. Je suis mitigé, je sais pas trop où me placer moi sur cette news là. Oui, ça fait peur, mais en même temps je suis un peu curieux quand même. Ouais, et surtout que le bouquin est fini, hein. Ils ont adapté le bouquin, il y en a qu'un seul sur cette histoire-là en tout cas. Donc ils vont avancer un peu à l'aveugle, ils vont créer leur propre truc. Donc je suis pas sûr du résultat. De toute façon on en parlera hein, d'ici que ça arrive. Ensuite on a des news de Jerry Bruckheimer, voilà, le géant de films d'action. On sait qu'il y a 2 films Pirates des Caraïbes qui sont en développement et ça a été confirmé par Jerry Bruckheimer lui-même, parce qu'on a des news d'annulation et en fait de reprise, et puis finalement oui, et puis finalement non, c'est le festival. Et donc on a le reboot qui est écrit par Jeff Nathanson, donc qui était sur Le Roi Lion, qui lui est confirmé, mais aussi le spin-off avec Margot Robbie qui avait été qu'on croyait annulé, puisque Margot Robbie avait dit qu'il n'y avait pas de nouvelles du tout. Et que, c'est ça, ouais. Du coup voilà, mais non, finalement c'est aussi en production, mais du coup il y a 2 films Pirates des Caraïbes qui sont un développement, donc potentiellement on aurait les 2. Est-ce que trop de Pirates des Caraïbes vont pas tuer le Pirate des Caraïbes? Je sais pas. Moi je pense que c'est une saga qui se démarque beaucoup avec son réalisateur surtout, hein, voilà, parce que Gore Verbinski c'était celui qui avait vraiment donné une identité à cette saga. Et moi j'ai très peur de qui vont engager pour ces 2 projets. J'espère qu'ils vont engager quelqu'un de bien, mais moi cette saga depuis le 3, je n'attends plus rien. Ouais, effectivement, c'est compliqué. Il y a que les 3 premiers qui sont vraiment bien, les 2 autres, pas terribles. J'ai vu que vous parlez aussi de peut-être reprendre Johnny Depp. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense même pas que... Je pense qu'il faut ressortir de Johnny Depp. De toute façon, le personnage de Jack Sparrow, on a fait le tour. Je pense qu'il faut passer à autre chose s'ils veulent faire un nouveau Pirates des Caraïbes. Après, j'ai l'impression que cette news, on en vient tout le temps dessus. Là, c'est pas la première fois qu'on parle du spin-off avec Margot Robbie. J'aimerais bien qu'on commence à avoir du concret sur ce projet. Et que ça arrive vraiment, quoi. Parce que là, il n'y a même pas de writer dessus ou quoi. Ouais. En tout cas, rien n'est fait, hein, en tout cas, pour l'instant. Non, rien n'est fait, là. Après, il y a un scénariste quand même sur le reboot. Donc, à voir. Après, c'est pas... Voilà, Le Roi Lion, c'était une repompée du film de base, donc je sais pas trop ce qu'il a écrit de ouf, mais ouais. Pour l'instant, je suis pas convaincu du projet, mais à voir.
Ensuite, toujours avec Jerry Bruckheimer, ils ont confirmé que National Treasure 3, donc Benjamin Gates 3, est toujours en production et ça me fait très plaisir. Et c'est Ted Elliott, donc du coup un scénariste sur Pirates des Caraïbes et sur Shrek, qui écrit le film. Moi j'aime bien les Benjamin Gates, moi. Voilà, j'aime bien les 2 premiers avec Nicolas Cage, je les trouve fun. Voilà, bon après c'est pas des grands films, hein, mais en tant que film d'aventure et tout, je trouvais qu'ils étaient hyper fun. Et voilà, moi je rêve de revoir Nicolas Cage qui explore des tombeaux cachés, des conspirations et tout. Moi ça me hype bien, quoi. Il mérite sa trilogie. Ouais, c'est vrai que quand il y a un 2, on aime bien qu'il y ait un 3 pour finir une trilogie, effectivement. Moi, j'ai pas vu les 2 premiers Benjamin Gates, mais voilà, s'il sortait un 3, je le rattraperai peut-être. Ouais, Benjamin Gates 2, masterclass, voilà. Ouais. Il y a une série aussi sur Disney+, avec des ados, là, dans l'univers de National Treasure. Je crois que c'était pas ouf, et il y a même pas eu un moment un caméo de Benjamin Gates ou quoi, ils ont même pas joué à ça, c'est un peu dommage. Mais ouais, la série, elle est sortie, elle a été vite oubliée, je crois. En vrai, chez Disney... Ça va rester bon pendant un moment chez Disney. Ouais, il y a un projet qui va s'appeler donc Club 33. Alors, Club 33, c'est quoi ? Club 33, c'est un restaurant dans le parc Disneyland aux États-Unis. Eh bien, ils vont en faire un film. Voilà, ils se sont dit, on fait des films sur les attractions, maintenant on va faire des films sur nos restaurants. Alors, il y a notamment Darin Lemke, qui a travaillé sur les films Chair de poule, avec Jack Black, et sur Shazam, qui va s'occuper d'écrire le scénario du film adapté de ce restaurant. C'est la boîte de prod de Sean Levy, donc le réalisateur de Deadpool et Wolverine notamment, qui va produire le film, donc sa boîte elle s'appelle 21 Laps Entertainment. Voilà, ils sont aussi derrière Stranger Things. Et l'histoire, le scénario, c'est le personnage de Kim, une jeune détective qui est invitée dans un monde magique, dans un club de restaurant, un restaurant voilà, hors du temps et de l'espace, avec des membres iconique du passé, et il va y avoir un meurtre, et en fait ça va être un whodunit, ça va être qui a tué la personne qui est morte. Voilà. Je sais même pas de quoi te répondre, je veux dire, mais maintenant on fait des films sur des restos, je sais pas. Je suis pas hypé du tout. Vraiment pas hypé du tout par ce truc. Après il y a des chances que ce soit un petit film au moins. Enfin, on espère qu'ils vont pas payer 150 millions là pour faire comme le manoir hanté ou je sais pas quoi là. On espère qu'ils vont pas dépenser autant d'argent, mais enfin qui ça intéresse de regarder ça, quoi. Enfin franchement, juste sur le script, après peut-être le film, voilà, il y a un bon réal, etc. Ils font des bons trucs, mais qui a envie de se dire putain, là il y a un film adapté de mon resto. Club 33 quand je vais à Disneyland. Mais ouais. Moi j'ai pas compris quand j'ai vu la news, mais oui. Oui. Franchement, Disney, là, faut qu'ils arrêtent. Autant trouver des idées originales que des trucs comme ça, quoi. Franchement, je suis sur le cul, quoi. Après, elle est originale, voilà, il y aura peut-être... Mais elle est originale, des adaptations de restaurants, mais elle est quoi. Non, mais n'importe quoi. Oui, mais tu vois, dans le film Nazi, c'est dit qu'il y aura des gens du passé, il y aura peut-être, tu vois, dans le resto, il y a Einstein qui discute avec Shakespeare, ou je sais pas, tu vois. Ouais, bon, écoute, moi j'y crois pas. Toi, si t'as hypé, c'est très bien pour toi. Moi, je le suis pas, voilà. D'accord, ok. Bon, on va parler un peu plus de choses qui nous intéressent un peu plus, notamment de Marvel, n'est-ce pas ? Et notamment d'une annulation. C'est pas... Voilà, on commence par une très bonne nouvelle. Donc la série Silk, on en avait parlé, hein, tu te rappelles ? On en avait parlé, comme quoi ils avaient viré tout de la White Home et tout, là. Eh bien, en fait, ils ont annulé la série. Voilà, elle est annulée. Sony voudrait la vendre à d'autres plateformes de streaming, des networks, etc. La série, elle a eu 3 différentes versions avant d'être annulée. Et une des plus grosses, c'était que la série ne soit pas focus sur le personnage de Silk. Voilà. Elle a bonne idée. C'est une très très bonne idée. La série s'appelle Silk, mais il ne faut pas se concentrer sur Silk. Voilà. Et Sony a donné, par contre, le contrôle créatif de tout ce qui va être Marvel, Sony à Phil Lord et Chris Miller. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, Phil Lord, Chris Miller, donc qu'on scénarisé les 2 de Spider-Verse, qu'on fait... comment il s'appelle le film Netflix, les Mitchell et les machines, voilà, qu'on fait plein de films super. Voilà, les 21 et 22 Jump Street, j'adore. Donc eux, c'est une bonne idée qui récupère ça. C'est la seule bonne news dans cette histoire. Mais c'est vrai que le truc Silk, ça semblait horrible. Et je sais pas si tu te souviens de la dernière info. Je crois qu'elle était complètement... mais what the fuck ? C'est qu'ils voulaient faire la série, genre que le personnage de Silk, il soit plus... je sais plus ce qu'il disait, plus féminin ou je sais pas quoi. Sexy, machin. Oui, que ce soit... Oui, voilà, c'était la série, elle soit plus dirigée pour les hommes, que le personnage de
de Silk soit plus attirant pour les hommes ou je sais pas quoi. Mais enfin, c'était n'importe quoi. Enfin, vraiment, là, on allait dans des trucs pas possibles. Moi, je suis bien content que ça s'arrête, ces trucs-là, parce que ça sentait l'horreur, déjà. Avant même que ça commence. Et Sony, enfin, voilà. Là, c'est bien qu'ils passent les rênes à des mecs un peu compétents, parce que c'est pas possible, quoi. Ouais, de ouf. Ça faisait un moment que ça avait annoncé la série et on se demandait où elle était passée. Effectivement, là, voilà. C'est fini. Je sais pas, même s'ils disent qu'ils veulent la vendre, mais qui va acheter ça, quoi? Je pense même pas que quelqu'un va l'acheter. Donc bon, ils vont faire la série noire avec le Spider-Man noir. Ce sera déjà plus intéressant, je pense. Ouais, ça avance déjà mieux que ça, ouais. Ensuite, on a des infos de X-Men 97. Allez écouter notre critique, elle est super. Elle est sortie il y a pas longtemps. Et bah, la saison 2, elle est au stade de montage. Donc voilà. Donc, ils sont déjà bien avancés, du coup, sur la saison 2, apparemment, d'X-Men 97. Donc on devrait la voir pour l'année prochaine, je pense. J'imagine. J'espère. Et on a des infos que Brad Winderbone nous a données. Donc il a confirmé qu'on aurait un nouveau head writer, donc un chef scénariste en chef, pour la saison 3, vu que Beau Desmaillots, qui a travaillé sur les 2 premières saisons, a été licencié pour des raisons assez obscures. On en parle dans la critique. Et ouais, c'est assez logique, du coup, qu'ils vont prendre un nouvel scénariste. Il faudra savoir qui c'est. Et ouais, je pense que ça va avancer assez rapidement, tout ça. Donc je pense qu'on aura potentiellement un X-Men 97 par an. Ce serait bien. Ou assez proche. Mais bon courage aux équipes d'animation. Mais ouais, je pense que ça avance bien. En vrai, ils ont commencé déjà la saison 2 en amont, donc à voir, quoi. Ils ont bien fait de prendre leur temps. Tu vois, ils ont prévu direct qu'il y ait une saison 2 derrière, donc ça c'est pas mal. C'est pas comme, tu sais, Invincible, on a attendu longtemps avoir la saison 2 parce que on était en mode, est-ce que la saison marche? Si oui, on fait la saison 2. Oui, ils ont cru au projet très tôt. Voilà, ils ont cru direct, ils ont direct fait une saison 1 et une saison 2 et c'est cool. Si ça avance, si on peut avoir une saison par an, ce serait bien parce que 2 ans d'écart, ça fait beaucoup, moi je trouve. Hein. Mais bon, après, on n'est pas sûr, hein. Donc moi je me méfie quand même un peu. Mais bon. Oui, après il faut qu'ils aient le temps. L'animation en animation, c'est toujours un peu plus long, évidemment. Parce que ça prend du temps, voilà, d'animer. Mais du coup, voilà, faut peut-être pas rusher non plus le truc. Mais bon, ils ont l'air d'avoir de l'avance, donc pourquoi pas. Et Brad Winderbone, il a annoncé quelque chose d'autre, c'est que la prochaine série d'animation qui devrait sortir cette année, puisque il y en a 3 potentiellement qui sortiraient cette année. Donc on a le Wakanda Forever, du coup la série d'animation. On a Friendly Neighborhood Spider-Man, auquel on n'a pas de date de sortie pour ces 2 séries. Alors c'est pas Wakanda Forever, c'est Eyes of Wakanda. Mais Eyes of Wakanda, on n'a pas de date de sortie, on a juste une année. Ils avaient dit 2024, donc c'est tout ce qu'on a. Mais sur ces 2 séries, on n'a pas de date précise. Mais du coup, la prochaine série d'animation qui pourrait sortir, ce serait apparemment What If, du coup la saison 3. Toi, du coup, tu l'attends la saison 3 de What If? Nous, on avait fait un podcast sur la saison 2, allez l'écouter. Mais pas spécialement. Hein. Moi, j'avoue qu'X-Men 87 leur a mis un peu une clim, enfin, je sais plus comment on dit, mais oui, en tout cas, c'est là, c'est pas très intéressant, What If, au final. Il y avait du potentiel, mais c'était pas ouf. Après, là, il y a la scénariste en chef qui est partie, qui a fait la saison 1, la saison 2. Il y aura qu'un épisode qui sera écrit par elle, donc peut-être ce sera un peu différent sur la saison 3. Je suis quand même curieux parce que j'ai vu qu'il y a un épisode avec des mechas, donc j'aime bien les mechas, donc je suis content. Voilà, après, c'est pas le truc que je vais attendre le plus de l'année, j'attends plus le Spider-Man dans les 3 trucs que t'as dit. Parce que Eyes of Wakanda, ça va être, je crois, 4 épisodes, donc ça va être assez court. Le What If saison 3, je regarderai, mais c'est pas le projet que j'attends le plus chez Marvel, non. Ouais, pareil, moi je m'en fous un peu, parce que la saison 2 déjà, la saison 1 déjà j'étais pas vraiment dedans, la saison 2 je la trouve encore moins bonne. La saison 3 je l'attends pas du tout, je pense que voilà, c'était pas une bonne idée ce truc là, c'est de faire What If, et je pense que de toute façon ça va même potentiellement se terminer avec la saison 3 parce que je pense qu'ils ont d'autres projets et ce serait pas plus mal, moi j'attends pas du tout quoi. Surtout que je crois que la saison 2 a moins marché que la 1, donc ouais. Ça m'étonne pas qu'ils arrêtent avec le 3. On va parler de Wonder Man, donc la série qui arrive sur Disney+, une série Marvel, avec Yu Abdul-Mateen 2. Eh bien, on a appris que la série serait sur la fameuse bannière Marvel Spotlight, donc qui veut dire que c'est une histoire hors de la continuité. En gros, t'as pas besoin de regarder les autres programmes pour comprendre cette série. En one shot, c'est ça, en mini-série. Voilà. C'est ça. Ouais, après c'était un projet qui avait été lancé avec Bob Chapek, il me semble, Wonder Man. Je dis peut-être n'importe quoi. Ouais, peut-être. Ça n'a jamais été annoncé par Disney officiellement. Oui, mais c'était une surprise quand c'est sorti. Je pense que ça a toujours à peu près été conçu comme un truc un peu à part, un peu sur le côté en vrai. Donc voilà, je pense que ça va être une mini-série, potentiellement même de 6 épisodes. Je pense pas que ça va durer très longtemps.
Et je pense pas que ce sera un truc gros budget, très conséquent. Donc voilà, ce sera un truc un peu dans son coin. On n'a aucune info sur potentiellement est-ce que la série serait bien ou pas bien ou quoi. On a très peu d'infos, donc on verra. On avait vu des images de tournage en début d'année. Ouais. Des décors et tout. Mais oui, on sait pas ce que ça. Par contre, je suis pas sûr parce que je suis pas sûr de ce que tu dis sur les 6 épisodes, parce que tu sais, il y avait eu quand il y avait eu la refonte créative de Daredevil, ils avaient dit que les prochaines séries là, ils chercheraient à faire plusieurs saisons, ils feraient des vraies séries et plus des films, tu sais, transformés en séries quoi. Ouais, mais ça m'avait l'air d'être lancé avant cette politique là, donc c'est pour ça que je dis. Ouais, mais il y avait des remarques comme quoi elle avait subi une refonte créative aussi, Wonder Man. Donc, ok, bon, voir, alors peut-être. Ouais, peut-être. On verra combien il y a d'épisodes. Mais je suis pas sûr qu'il reste sur le 6 épisodes. Ensuite, on a Nova. Nova, donc le personnage de Marvel qui, lui, serait une série pour Disney+. À un moment, il y avait une rumeur qui disait en fait, il s'était pas décidé si ce serait un film ou une série. Ce serait une série. Et il chercherait un homme dans la vingtaine pour être le rôle principal. Et la production commencerait l'année prochaine. Moi, ça me fait peur, cette histoire. Moi, ça me fait peur parce que Nova, c'est quand même un être cosmique qui voyage partout dans les univers. Donc, moi, j'ai pas envie que le mec soit bloqué sur Terre. Franchement, ça me saoulerait en fait. Que le mec, il ait des pouvoirs cosmiques et tout, mais qu'il soit juste sur Terre et tout. Moi, je voudrais un truc à la Green Lantern, quoi. Et je sais pas, après, peut-être la série elle a un gros budget et finalement, ils vont réussir à faire un truc bien. Mais putain, Nova, moi, j'aurais bien vu ça en film, quoi. Un gros blockbuster de SF et tout. Là, ça me fait dire que peut-être ce sera un peu moins bien fait, ou enfin, tu vois, il y aura peut-être moins d'ambition, donc ça me fait un peu peur. Après, je vais pas faire genre je suis fan de Nova, je connais pas tellement Nova, même s'il est très stylé, je trouve, ses habits, son personnage. J'avoue que le fait que ce soit une série, je suis un peu dubitatif là. En fait, c'est comme Lanterns chez la concurrence, ouais, ça voilà, une série pareil. télé. Et on se demande, mais après, tu sais, avec le volume et tout, maintenant tu peux faire des trucs dans l'espace, en série télé, c'est possible. Donc, Oui, mais en fait, j'ai pas envie que c'est la gueule d'une série télé, et surtout, je sens tellement le truc de, en fait, le mec, il va rester sur Terre toute la série, ça va être chiant. Moi, j'attends de voir, je sais pas, je suis déjà content que Nova arrive, parce que ça fait longtemps que je veux le voir. C'est vrai que ce soit Lanterne ou Nova, j'aurais peut-être bien aimé un film au cinéma. Après, peut-être que la SF, ça marche moins bien au cinéma, donc ils ont peut-être un peu peur aussi. Je sais pas pourquoi ils choisissent plutôt une série qu'un film. Après, c'est parce que déjà, je pense que Nova, il est quand même moins connu aussi, peut-être. Ouais. Donc ils veulent prendre moins de risques, mais bon. Tu vois, je me dis, c'est une bonne occasion de remplacer les Avengers et tout ça. Les gros, c'est que Nova, quoi, il a un gros potentiel et tout. Et bon, bref. Ouais, mais déjà Captain Marvel qui ressemble un peu dans les pouvoirs et tout. Donc, bon. Ouais, mais là, je veux dire, t'avais l'occasion de... Enfin, après, c'est un pari, évidemment, mais oui, de lancer un nouveau truc, quoi, tu vois. Et moi, je me dis, putain, si t'imagines, ça aurait marché, ça aurait été un des nouvelles phases des jeunes Avengers, je sais pas, ou un truc comme ça, tu vois. Ça aurait pu être cool. Enfin, bref, dommage. Ouais, on verra. Moi, je reste curieux quand même. Alors, on a appris aussi qu'il va y avoir une série sur Vision, donc Vision qu'on a plus revue depuis WandaVision. Sur le coup, c'est le Vision blanc qui se barre là et on sait plus où il est. Depuis ça fait 3 ans, personne ne sait où il est passé. Donc Marvel, ils ont embauché le producteur exécutif Terry Matlas qui a travaillé sur Star Trek Picard et donc il va être le showrunner sur cette série et Vision va revenir joué par Paul Bettany. Ce serait une série Disney+ pour 2026. Voilà. Ouais, là je suis un peu aussi dubitatif dans le sens où tu me ramènes encore Vision, le personnage qui est mort il y a longtemps, mais bon, voilà. Moi, le seul truc qui pourrait le rendre bien la série, c'est qu'il ait une forme un peu spéciale, tu vois, ce soit pas un truc, soit à la WandaVision, voilà, que ce soit un peu comme ça, un truc un peu déconnecté un peu de la réalité ou quoi. Je pense que ça pourrait être un truc pas mal, tu vois. Ouais. Je pense que ce serait ça, parce qu'en fait, Vision, il a un comics qui est très réputé, qui s'appelle Vision Family, je crois, je sais plus. Ou s'appelle The Vision, je sais plus. Mais il y a un comic qui s'appelle Vision de Tom King, où c'est Vision qui a une famille. En gros, il a des enfants Vision, ils sont tous en mode robot comme ça. Ouais. Et il paraît qu'il est trop bien. Moi, je l'ai pas encore lu celui-là, mais c'est un récit culte chez Marvel qui est assez récent, et moi, ça m'étonne pas qu'il s'inspire de ce comics-là, quoi. Et ça donnerait un truc un peu à la WandaVision aussi, un peu bizarre. Parce qu'il y a aussi ce truc de la petite banlieue américaine, machin, de ce que j'avais vu. Ok, moi alors ça me j'aimerais beaucoup plus ça, quoi. En tout cas, que ce soit pas un truc où et puis à la fin, je veux pas que Vision il revienne dans les Avengers ou je sais pas quoi, c'est bon, quoi. La fatalité, faut vraiment qu'elle agisse, quoi, vraiment, parce que sinon c'est chiant, quoi, je trouve.
Après, on a le monde des comics, mais oui, je vois ce que tu veux. Oui, clairement. Par contre, ils ont pas repris Jack Schaeffer, parce que moi j'avais entendu des rumeurs comme quoi c'est Jack Schaeffer qui s'occuperait de tout ce qui est autour de l'univers magique. Wanda, voilà, elle va faire Agatha. Et donc sur le coup, c'est pas elle qui ferait Vision. Donc c'est un peu étonnant, mais bon. Il paraît que Terry Matalas, il a fait du très bon travail sur la saison 3 de Star Trek Picard, et il a eu une nomination aux Writers Guild Awards. Donc ce serait plutôt un bon profil, quoi. On continue avec Taylor Swift, parce qu'on aime bien parler de Taylor Swift dans ce podcast, n'est-ce pas? Donc Marvel Studios développerait une série sur Disney+ qui s'appellerait Blonde Fantôme, et donc ce serait Taylor Swift qui serait considérée pour avoir le rôle principal. C'est une série qui se passerait à Las Vegas dans les années 50, et c'est en gros ce serait une série d'espionnage. Ouais, c'est ça, parce qu'il joue un personnage, Blonde Fantôme, là. C'est un personnage qui est créé par Stan Lee, j'ai regardé. Donc voilà, et qui est une blonde espionne, du coup, voilà. Et je crois qu'ils vont la faire chanter sûrement, parce que c'est Taylor Swift. D'accord, je sais pas, c'est très bizarre. Genre, Taylor Swift, c'est pas une actrice, donc voilà, c'est assez spécial. Mais après, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec faire un truc vraiment sérieux, tu vois, avec le personnage et tout. Après, je pense qu'ils veulent surfer sur le buzz de Taylor Swift, et a raison. Oui. Mais ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée dans le fond, mais il me semble qu'elle était déjà potentiellement, il y avait des rumeurs qu'elle ferait un caméo dans Deadpool. En Dazzler. Donc, bon, ça pourquoi pas, mais après ça, une vraie série et tout avec elle, je sais pas trop, là, c'est très bizarre. Mais j'ai entendu que ce serait ça, le fameux projet que Scarlett Johansson est en train de développer. Ouais, ok. Voilà, donc ce serait peut-être ce truc-là, et voilà. Après, je pense que ce serait du Marvel Spotlight, tu vois, ça. Ça serait un truc dans son coin. On s'en fout du MCU, tu vois. Ça sera son truc dans son coin, et puis c'est tout, quoi. Se présentera comme Marvel, mais au final, est-ce qu'il y aura vraiment des super-héros? Non, je pense pas, tu vois. Ok. Moi, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça fait... C'est pas le truc qui m'intéresse le plus chez Marvel, hein, clairement. Clairement. On va parler un petit peu de Spider-Man. Et Spider-Man 4 va commencer son tournage cet automne, et pour sortir un an après, l'automne 2025. Il me semble qu'il n'y a pas de Star Wars en 2025 à la fin. Si? Il y a Avatar l'année prochaine. Ah, c'est Avatar. Bon, je pense qu'il va sortir avant Avatar. Je pense qu'il va sortir genre... il va peut-être prendre le spot de Blade. Hein. Possible, mais je le vois pas faire concurrence à Avatar. Enfin, moi, je voudrais pas faire concurrence à Avatar. Puis les deux films qui s'annulent, ça n'a aucun sens stratégique pour Disney, donc je pense qu'ils sortiront à 1 mois et demi de distance. Et apparemment, le symbiote devrait jouer un rôle dans le film. Est-ce que tu es content, Ista? Oui, en vrai, j'aimerais bien savoir où il est passé, ce symbiote là qu'on voit à la fin de No Way Home, parce qu'en fait, c'est la suite logique pour moi, qui est le symbiote, hein, parce qu'on sait qu'il est dans l'univers. Voir Tom Holland en version costume noir, ouais, pourquoi pas. En vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas revu un Spider-Man costume noir, ça fait depuis Spider-Man 3. Ouais. Et ouais, ce serait pas mal, ouais, peut-être pour le personnage de Tom Holland, d'être un peu plus sombre et tout, etc. Et d'avoir peut-être un vrai Venom un jour, qui sait? On sait pas. Oui. Même si là, on en a marre de Venom, voilà. Peut-être un jour, il y aura... En vrai, faire un film Spider-Man contre Venom, je pense que ça pourrait cartonner. Le problème, c'est que si tu prends Tom Hardy, sa version de Venom, ça va pas, quoi. Il est gentil, son Venom. Je pense que ça sera jamais dans l'univers du MCU. Enfin, je pense pas que le Tom Hardy et tout, il va affronter Spider-Man. Enfin, en tout cas, ce serait la pire idée. Hein. Après, ils peuvent le reprendre, mais ils disent que c'est pas ce Venom-là, tu vois. Moi, je pense qu'il faut arrêter juste Tom Hardy, il faut faire son propre truc, c'est pas possible. Oui, mais bon. C'est Sony aussi, donc bon, je sais pas. Donc on a encore du Marvel, on a beaucoup de Marvel, hein, notamment dans ce podcast. On va parler de Young Avengers, donc, qui était teasé à la fin de The Marvels. Eh bien, le film Young Avengers, lui, il commencerait son tournage en 2025. Et Kate Bishop serait donc dans le film Young Avengers, mais elle apparaîtrait aussi dans le film Avengers 5. Ouais, mais après peut-être Young Avengers, ça sortirait entre les deux Avengers. Ouais, peut-être. 5 et 6. Et ouais, peut-être elle ferait la liaison avec les Young Avengers, etc. Mais voilà, ils nous avaient teasé ça. Juste reste à savoir qui c'est qu'ils vont mettre dans les Young Avengers, du coup. Enfin, on sait à peu près, il y en a... On connaît 3. Oui, voilà, on connaît 3 officiellement. Maintenant, le reste, va falloir voir ce qu'ils vont en faire. Qui c'est qu'ils vont mettre dedans exactement. Enfin, même on en connaît peut-être. Attends, on en connaît.
Oui, non, si, on en connaît 3, non, effectivement, donc ouais, on sait pas. 3, c'est Miss Marvel, Kate Bishop et la fille de Cassie Lang, la fille d'Ant-Man. Mais après, je me suis dit, est-ce que Florence Pugh, elle serait dans ça et dans Thunderbolts en même temps? Non, je sais pas, tu vois. Je sais pas, parce que Salon Alchimie avec Kate Bishop, elle était cool. Donc, tu vois, c'est peut-être ça, je me suis dit ça, mais ouais. Bon, ça me donne pas très envie, dit comme ça, du coup, mais peut-être un miracle, qui sait. Ouais, après j'entends de voir, il y a des persos que... Là, il y a Wiccan qui va arriver dans Agatha, donc, qui est le fils de Wanda, le sorcier. On l'a vu en petit dans WandaVision, mais là, c'est Joe Locke, l'acteur. Donc c'est un autre acteur. Voilà, j'attends de voir comment il est dans Agatha, et peut-être qu'on va l'aimer, et puis voilà. Enfin, moi, j'attends de voir un peu plus... Ça peut être sympa, Ouais, bah, juste on espère que les personnages en aient quelque chose à foutre, parce que... Ouais, c'est ça. Donc Cassie Lang, c'est compliqué, tu vois, par exemple, là tu fais, bon, je sais pas. Oui, bah, après c'est parce que le film était très mal écrit aussi qu'on avait rien à foutre, tu vois. Miss Marvel, oui, mais son personnage est sympa, pas intéressant. Miss Marvel, ça va, oui, mais après, est-ce que... Elle a pas été vraiment vue du grand public, le truc, Miss Marvel, c'est ça le problème. Et Kate Bishop, je l'aime bien, mais bon, on verra ce que ça donne. On a des nouvelles du film X-Men, ça y est, ça avance. Bon, on en avait déjà un peu parlé la semaine dernière, mais on avait parlé de 2 scénaristes. Eh bien, celui qui a été choisi, c'est Michael Leslie, donc celui qui a travaillé sur The Hunger Games, Ballad of the Snake and the Bird, là. Oui. Mais, oui, c'est le meilleur des 2 qui a gagné. Ouais. Donc, qui va écrire le film X-Men qui devrait sortir dans un bon paquet de moments. Donc ouais, pourquoi pas. Moi j'avais trouvé, ça va. Son CV il est pas si horrible, donc. Il n'est pas dégueu, ouais. On attendra de voir le réal, mais oui, ça va. Ça me hype un peu plus quand même. En tout cas, ils disent dans les articles, ils disent qu'ils accélèrent là avec le succès d'X-Men 97, ils accélèrent sur le film X-Men. Donc moi ça me fait plaisir. Film X-Men Marvel Studios qui va arriver en live action, ça va être complètement différent de la Fox, je pense. Ça va être costumes colorés de partout et tout. Enfin, ça va être complètement différent, quoi. Et j'ai très très hâte de voir ça, personnellement. Et dernière news Marvel, on a Midnight Sun qui devrait commencer son tournage. Donc Midnight Sun, c'est une équipe de persos un peu fantastiques, un peu comme la Justice League Dark. Voilà, il y aurait des personnages comme Blade, comme Moon Knight et ce genre de personnages dedans. Ghost Rider, par exemple, ça pourrait être dedans. Je sais pas, on connaît pas le roster pour l'instant, mais on verra, c'est possible. Eh bien, il commencerait son tournage après le tournage de Blade, donc le jour où il sera tourné. Mais ouais. Voilà, quand ça sera terminé, Blade, ça partirait sur Midnight Sun. Ouais, bah potentiellement jamais, puisque Blade, on sait. Il y a toujours des rebondissements, mais oui, bah voilà, c'est la suite logique. Mais du coup, ça veut dire qu'ils y croient un peu à Blade et à cette potentielle équipe, du coup. Donc, à voir. Voilà, et ça correspond au fait qu'ils veulent faire peut-être plus de films d'équipe à la suite, puisque Young Avengers et maintenant Midnight Suns, voilà. C'est vrai. Je pense que ça va être X-Men. Oui, X-Men aussi, donc il y en a 4 pas mal, Fantastiques. les 4 Fantastiques aussi, donc je pense qu'ils en feront beaucoup plus qu'après, quoi. Avant. Que là, c'est la phase 4 et 5, du coup. Bah ouais, phase 4 et 5. Il y avait les Gardiens et il y avait Avengers, quoi, c'est tout, au final. Il y avait Eternals, mais... Ah, Eternals, oui. 4. Ah oui, 4 et 5, t'as dit. Okay, oui. Et voilà, pour les news Marvel, et on va finir ces news de la semaine avec... on a appris le nombre de films qui auront des salles IMAX attitrées en 2025, enfin, qui ont été filmés, en IMAX complet, parce que c'est la grande mode. Merci Nolan de filmer en IMAX. Et donc on a le film Captain America Brave New World qui est filmé en IMAX, donc ça c'est tous les films qui sortent en 2025. On a le film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan de Vampire qui va être tourné en full IMAX, Thunderbolts, Flower Whale Street qui est un film Warner Bros, Mission Impossible 8 évidemment, c'est le film avec les dinosaures, c'est ça, How to Train Your Dragon, le film Formula One avec Brad Pitt qui coûte un gros bras. C'est 300 millions de dollars. 300 millions de dollars, voilà, qui va être tourné en full IMAX. Superman Legacy, James Gunn il avait annoncé il y a un moment. Les 4 Fantastiques, un film qui s'appelle Merci pour Amazon, un film qui s'appelle The Bride pour Warner Bros. Le film de Maggie Gyllenhaal, je crois. Maggie Gyllenhaal, voilà, la femme de Frankenstein, je crois que c'est ça. Oui, et c'est ça. Tron Ares et Blade, voilà. Donc ils ont tous un slot d'IMAX, donc ils vont vouloir les squatter puisque ça rapporte beaucoup de thunes, les amis. Clairement, ça se voit que l'IMAX, ça devient un gros truc. Nous, on a... Je sais même pas si on a une vraie salle IMAX encore. On en a une ou pas? Non, on n'en a pas. Mais il y en a une à Montpellier qui se rapproche beaucoup de salle IMAX, mais on n'en a pas une vraie salle IMAX en France. Après, ça va peut-être arriver parce que là, il y en a de plus en plus qui le font, de plus en plus de blockbusters qui font des tournages en full IMAX. Donc peut-être que ça va finir par arriver, quoi. Peut-être un jour. Bon, on va passer à la chronique box-office, Sista.
Oui, donc alors, le final de X-Men 97 a eu des bons chiffres. Donc l'épisode qui est sorti le 15 mai, il a fait 3,5 millions de vues sur ses 5 premiers jours. Ce qui est le final de série d'animation le plus regardé depuis la saison 1 de What If. Et selon Disney, le nombre de viewers sur la série a augmenté à partir des 4 derniers épisodes, à partir de l'épisode 7 en gros jusqu'au final. Voilà. Ouais, bah voilà. On s'en doutait, mais la série a pris de la popularité avec le temps. Donc voilà, ça arrive encore, parce que tu sais, il y a beaucoup de séries qui sortent, les séries Netflix qui sortent en un coup et qui font l'événement tout de suite. Voilà, là ça s'est fait vraiment avec le temps, parce qu'il y a des gens qui attendaient pas la série. Voilà, enfin on en parle beaucoup plus dans la critique. On a un tracking pour Vice Versa 2, donc qui devrait rapporter entre 80 et 115 millions de dollars sur le sol américain seulement, donc même pas dans le monde, et qui pourrait devenir le plus gros opening de l'année quand il sort. Donc voilà, Vice Versa 2 s'annonce énorme. Yes. Et on a Deadpool et Wolverine qui sont en train de tout casser parce qu'ils ont commencé les ventes de billets. Donc voilà, dès son premier jour, ça a été les meilleures ventes de billets pour un film en 2024 sur le site de Fandango, donc c'est un site de vente de billets de cinéma. C'est aussi le meilleur premier jour pour les préventes d'un film Deadpool, de la franchise Deadpool. Ils ont aussi cassé le record du meilleur premier jour de tickets sur les ventes de AMC aussi, donc il y a un autre réseau de distribution qui est normalement c'est les cinémas AMC, voilà, pour un film R-rated. Ils ont vendu à peu près 200 000 tickets, ce qui est énorme, seulement sur le réseau AMC. L'opening weekend de Deadpool et Wolverine au marché domestique pourrait faire 200 millions de dollars basé sur les premières 48 heures de vente de billets, donc ce qui serait énorme, quoi. Ouais, bah il deviendrait le plus gros de l'année. Après à voir, mais oui, effectivement, ça s'annonce comme un des plus gros films de l'année largement. Le milliard est largement prenable, je pense, pour le film. Donc voilà. Après, c'est le seul film Marvel de cette année. Donc voilà, ils ont tout mis dedans. La com, elle est à fond dedans aussi. Donc ouais, moi ça m'étonnerait pas que le film fasse le milliard et soit l'un voire le film le plus gros box-office de cette année en tout cas. Alors, on va passer au box-office américain. Alors, au box-office américain, cette semaine, à la 5e place, on retrouve Challengers, qui pour sa 4e semaine rapporte 2,8 millions de dollars pour un total de 43 millions de dollars sur le sol américain et un total à 78 millions de dollars dans le monde. Donc pour un budget de 55 millions, il galère toujours, même s'il reste dans le top 5. Il part pas du top 5 à chaque fois, Challengers. C'est vrai. Il se maintient dans le top 5, mais bon, ça va être dur d'atteindre la rentabilité, c'est clair. Ouais, ça va être compliqué. The Fall Guy, lui, qui perd 2 places pour sa 3e semaine, qui a fait 8,3 millions de dollars au box-office américain. Il a un cumul de 62 millions de dollars sur le box-office américain. Et en total, il a 127 millions de dollars. Il avait un budget de 120 millions? Je sais plus, tu sais, toi? 130 millions. 130 millions de dollars. Il sera pas rentable du tout, hein. Ça va être compliqué celui-là. Hein. Non, c'est un gros flop pour le film de David Leitch. Ensuite, à la 3e place, on retrouve Les Intrus, qui, pour sa première semaine, fait 11 millions de dollars sur le sol américain, et pour un total de 13 millions dans le monde. Voilà, pour un budget de 8,5 millions. Donc voilà, il a déjà dépassé son budget de production. Ouais, ça va se rentabiliser tranquille, c'est un film d'horreur de toute façon, voilà, ça coûte pas cher et ça se rentabilise bien. Et on a les chapitres suivants qui vont sortir dans l'année et au début d'année prochaine, il me semble. Au deuxième, on a La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, qui perd une place et qui fait 25,4 millions de dollars sur le box-office américain, pour un cumul à 100 millions. Au total mondial, il est actuellement à 236 millions de dollars pour un budget à 165 millions de dollars. On estime qu'il finirait entre 385 millions et 410 millions pour son box-office mondial, ce qui est pas incroyable, mais pas dégueu non plus. Il sera plutôt rentable au final quand même. Ouais, parce qu'il avait fait vraiment un début de premier box-office week-end qui était assez fou dans le monde, pour le coup. Là, bon, voilà, effectivement, il fera pas autant que ce qu'on pensait. Donc voilà, il finira autour des 400 millions pour un budget de 160 millions. Du coup, c'est à peu près 2,5 fois quand même son budget, mais c'est pas non plus fou. Donc je pense que les suites vont être faites parce que ça va être rentabilisé, parce qu'on faut pas oublier qu'il y a les sorties VOD, etc., plateforme, tout ça, donc ça va se rentabiliser avec le temps, mais c'est pas un succès de malade non plus, pour le coup, pour ce film-là. Après, la saga, à part le 2 de la dernière trilogie, ils ont tous fait entre 400 et 500 millions.
les origines et le dernier, War of Planet of the Apes. Donc on verra comment la saga évolue après ça. Ensuite, à la première place, on a If, donc Blue et compagnie en français, qui a rapporté 33 millions de dollars pour sa première semaine aux États-Unis, pour un total de 57 millions dans le monde, avec un budget de 110 millions. C'est un flop, un gros flop. Ah oui, ce film. C'est pas ouf. Et ouais, bah là c'est un flop total. Je sais même pas s'il va réussir à atteindre son budget de production juste en box-office, donc là c'est le flop assuré. Et on va passer au box-office français. À la 5e place, on retrouve Back to Black, qui cette semaine fait 84 000 entrées pour sa 4e semaine. Donc le film a baissé pas mal. Voilà, il va atteindre le million d'entrées, parce qu'il est à 930 000 entrées. Pour l'instant, il va atteindre le million facilement. Voilà, les biopics, ça marche. Le film a pas coûté très cher. Donc oui, la rentabilité assurée. Je crois qu'il est toujours pas sorti aux États-Unis d'ailleurs. Non, toujours pas. En 4e, on a le Nouveau Dupieux, donc le 2e acte qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes notamment, et qui a fait 194 000 entrées, qui est, je crois, le plus gros démarrage pour un Dupieux. C'est le plus gros démarrage, ouais. Ouais, le plus gros démarrage pour un Dupieux. À chaque fois, il bat son record avec le film d'avant. Ouais. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. À la 3e place, on retrouve Blue et compagnie, qui a fait 206 000 entrées cette semaine, et qui a un total de 659 000 entrées. C'est pas si fou pour un film de ce niveau-là. Voilà. Les vacances scolaires, je crois, sont finies, il me semble. Oui, je pense. Ouais. En 2e, on a La Planète des Singes qui reste à la même place et qui fait 501 000 entrées pour un cumul au final de 1,4 million d'entrées, ce qui est pas dégueu. Hein. C'est plutôt pas mal, non ? Oui, c'est plutôt bien. Même au niveau de la franchise, ça se suit pas mal. Et à la première place, on retrouve toujours un petit truc en plus qui, cette semaine, pour sa 3e semaine, a fait 882 000 entrées. Donc voilà, pour un total de 3 millions d'entrées. Donc il y avait des pronostics à ce qu'il dépasse les 5 millions, mais là maintenant les pronostics disent qu'il dépassera les 6 millions d'entrées. Donc c'est un succès de fou malade pour le film. Ça va peut-être être le plus gros carton de l'année, ça. Hein. En France, oui, il y a de grandes chances. Oui, en France. Et voilà, c'est fini pour cette semaine et on espère que cet épisode vous aura plu. Mardi prochain, on s'attaquera à Furiosa. Donc voilà, Mad Max Story. Je sais pas si on dit comme ça. Et on espère que vous avez kiffé cet épisode, que vous pouvez mettre les 5 étoiles, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. De vous abonner selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit est sortie, sur Twitter, sur Instagram. Et on se retrouve très bientôt pour la critique de la semaine. Et on se dit salut Star. Salut. Vroom, vroom. D'accord. Salut. Ciao.